Donc moi je vais parler de la blockchain et de la propriété intellectuelle et essayer de répondre à cette question: pourquoi la blockchain va-t-elle révolutionner la propriété intellectuelle? Vous savez que les juristes, on aime bien commencer par des définitions, donc on essaie toujours de définir ces concepts qui sont un peu inconnus pour nous. Et donc la blockchain, c'est un réseau électronique, comme l'a très bien rappelé Antoine, qui fonctionne selon une technique en peer-to-peer, comme un vaste registre public, intégrant l'ensemble des transactions effectuées par ses utilisateurs depuis sa création en 2009. Ces transactions, vous l'avez compris, sont regroupées à l'intérieur de blocs qui sont ordonnés du plus ancien au plus récent. Chaque bloc contient des informations relatives au bloc précédent, de sorte qu'il est impossible de modifier un bloc sans avoir à modifier toute la chaîne de blocs en aval. C'est ce qu'a très bien démontré Antoine. Et tout le monde peut télécharger l'intégralité de la blockchain et vérifier à tout moment son intégrité. Le contrôle de la blockchain est donc décentralisé. Alors vous me direz, oui, mais la blockchain et le droit français, n'est-ce pas un animal inconnu? Pas tout à fait, puisque vous savez qu'il y a une ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et qui a pour la première fois réglementé l'usage de cette technologie. Et on a un article du Code monétaire et financier, qui est l'article 223.12, sur les fameux mini-bons, qui sont une sorte d'obligation pour les PME. Les transferts de ces mini-bons peuvent être, nous dit le législateur, ancrés dans la blockchain. Donc non, la blockchain n'est pas un animal inconnu du droit français. Au contraire, je dirais, le droit français a été relativement précurseur, même si on attend toujours un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions de sécurité de cette opération. Alors, appliqué à la propriété intellectuelle, eh bien, je pense qu'on peut distinguer trois cas d'usage. Puisque vous avez entendu donc, Antoine utiliser l'expression cas d'usage, c'est l'expression consacrée en matière de blockchain, donc qui sont en réalité des applications que la blockchain peut avoir. Et en propriété intellectuelle, j'en ai identifié trois. D'abord, enregistrer la création ou le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le notariat électronique, c'est le cas d'usage de la blockchain comme un registre. Le deuxième cas d'usage, c'est l'authentification et la traçabilité des produits. Cette fois-ci, on intègre une dimension corporelle du produit physique, et non plus seulement... c'est un cas d'usage un peu dérivé du premier, puisqu'on a aussi cette notion de registre, mais avec une interférence avec la vie réelle des produits. Et puis le troisième cas d'usage, c'est celui de la gestion et du suivi d'exploitation des droits, au travers de ce qu'on appelle les smart contracts, qu'Antoine a présentés, qui sont portés par la blockchain Ethereum. Donc, je propose de commencer par un des premiers cas d'usage, qui est un cas d'usage trop souvent négligé par tous ceux qui écrivent sur la blockchain et la propriété intellectuelle, qui est la blockchain en tant que registre, en tant qu'élément, en tant qu'outil destiné à établir l'existence d'une création ou d'une innovation et sa date, ce que les anglo-saxons appellent le proof of existence. Et or, en matière de propriété intellectuelle, vous savez, la preuve n'est pas toujours établie de façon parfaite. Et je voudrais, pour illustrer mon propos, prendre quelques exemples relativement anachroniques issus de la peinture classique, qui vont vous montrer combien la question de la preuve en matière de propriété intellectuelle peut être cruciale. Savez-vous que le célèbre tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, n'a pas de date certaine? Aucun document historique, en effet, n'atteste de la présence de Claude Monet en Normandie en 1872. Or, vous verrez ici en bas, le tableau est signé et daté de 1972 par l'artiste lui-même, alors qu'il existe en 1873, un an plus tard, des traces du passage de Claude Monet en Normandie. Et c'est ce qui avait amené le collectionneur Wildenstein à mentionner cette date dans son catalogue raisonné. Et donc il y a une enquête précise qui est conduite par le musée Marmottan. On recoupe les almanachs avec le niveau de la marée et l'heure des levées et couchers de soleil au port du Havre. On croise des bulletins météorologiques français et anglais. Et finalement, on arrive à une incertitude, je dirais, aggravée, puisqu'on apprend que l'œuvre aurait été conçue soit le 13 novembre 1972, soit le 25 janvier 1873. Donc on ne sait toujours pas à quelle date la rattacher, mais finalement le musée Marmottan retient la date mentionnée par l'auteur, 1872. Donc on voit que la question de la preuve de la date d'une œuvre, au travers de cet exemple un peu ancien, eh bien, est une question cruciale, toujours dans la vie des affaires.
Je voudrais une autre illustration de la difficulté de preuve en matière de création. La Joconde, un de nos tableaux les plus célèbres, eh bien, personne ne peut tracer aujourd'hui, je dirais, ces dates successives de création, puisqu'il n'y a pas une date de création de la Joconde. Vous savez que l'histoire de la Joconde, elle est fascinante. Elle est créée à Florence en 1503, elle aurait été achevée en 1506, mais en fait, ce n'est pas exact. Léonard de Vinci la transporte à dos de mulet au travers des Alpes, l'emmène au Clos Lucé près d'Amboise pour la présenter à François Ier, qui l'a invité en France. Et en réalité, une analyse infrarouge par des chercheurs révèle que les paysages montagneux qui sont en arrière-plan ont été terminés en 1510 et 1515. Donc en fait, en réalité, il est probable que le maître ait terminé le tableau jusqu'à sa mort, c'est-à-dire probablement en 1518, il meurt en 1519 et il n'a donc pas été achevé à Florence en 1506. Donc c'est pareil, c'est un exemple totalement incongru par rapport à la blockchain, mais qui montre que la question de la datation, de ce que j'appelle la création itérative, c'est-à-dire que la création n'est pas forcément un phénomène one-shot, ça peut être un phénomène en étapes, est une problématique à l'époque de Léonard de Vinci, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est encore une problématique dans la vie des affaires et la plupart de nos clients sont incapables de tracer avec précision leur date de création itérative, ce qui crée évidemment des trous dans la raquette, des trous de protection, et on retarde la date effective de protection, ce qui n'est pas propice évidemment à une protection optimale. Autre exemple de difficulté, cette fois-ci d'identification du titulaire lui-même sur un des tableaux les plus célèbres du maître, la Belle Ferronnière, que tout le monde connaît. Eh bien, il y a polémique sur la question de savoir s'il est effectivement une œuvre de Léonard de Vinci. Alors les puristes vous diront oui, mais c'est quand même une œuvre de Léonard de Vinci parce qu'il est attribué à l'atelier Léonard de Vinci. Oui, mais il y a polémique parce que normalement l'artiste reproduit les mains de ses personnages. Vous le voyez ici dans les deux tableaux attribués au maître sans aucun doute, alors qu'ici il n'a pas reproduit les mains. Et on sait aussi qu'en réalité, la coiffe de la Belle Ferronnière a été ajoutée par un élève de l'école, ainsi que son menton droit. Donc on voit ici qu'on a à la fois une incertitude sur la titularité de l'œuvre, qui en est l'auteur ou qui en sont les co-auteurs. Et cet exemple complètement incongru, encore une fois, pour la blockchain, trouve parfaitement son application dans la vie des affaires, puisque nous, on voit au quotidien des cas où les entreprises sont incapables de tracer qui a fait quoi au sein d'une œuvre composite ou d'une œuvre complexe, comme il en existe un grand nombre. Alors un autre exemple encore issu de la peinture traditionnelle, vous connaissez Tobie et l'Ange. Personne ne sait finalement quelle a été la contribution de Léonard de Vinci au tableau de son maître Verrocchio. A-t-il réalisé le poisson ici ? Bon, il était à ses débuts. A-t-il réalisé le petit chien ou a-t-il réalisé les deux ? Personne n'est capable de le tracer. Alors vous me direz, oui, mais c'était à l'époque de Léonard de Vinci. Bien oui, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours dans, je dirais, à l'époque de la Renaissance, et on est toujours, avec nos méthodes de preuve aujourd'hui, dans l'incapacité, parfois, eh bien, de définir avec précision quelle est la quote-part contributive d'un tel ou un tel à une œuvre, dans des réalisations qui s'avèrent de plus en plus complexes et diffuses. Alors je vous rassure, j'en ai terminé avec la peinture classique, parce que vous vous interrogerez pour savoir si je fais un hors-sujet complet aujourd'hui. Non, je vais parler de la blockchain, ne vous inquiétez pas. Donc ces exemples d'incertitude, qui n'intéressent évidemment que les historiens de l'art, transposés au monde de l'entreprise en 2017, auraient eu des conséquences juridiques très importantes. Et je n'aurais pas aimé être avocat de Léonard de Vinci ou de Monet, parce que ça aurait été une catastrophe devant un tribunal. On se serait fait chahuter par le contrefacteur, qui nous aurait dit « mais vous ne pouvez pas la date, vous ne pouvez pas la titularité, vous n'êtes même pas capable de dire s'il a fait le poisson ou le chien ». Et on aurait été probablement débouté parce que le tribunal aurait dit que trop c'est trop et que la preuve n'était pas établie. Et donc aujourd'hui, les tribunaux sont de plus en plus exigeants. Ils font peser sur les demandeurs à l'action contrefaçon une charge de preuve toujours et toujours plus lourde. C'est-à-dire qu'on doit accumuler des strates de preuves, tel un millefeuille, et prouver la titularité ou la co-titularité d'une création, la date certaine d'existence d'une création qui détermine sa durée d'existence, de protection, mais également l'antériorité en présence des nombreuses créations identiques ou similaires que le contrefacteur ne manque pas d'exhumer de l'Internet foisonnant. On nous demande de prouver l'intégrité de la création, quel est son contenu exact, et quel est le contenu dont on revendique précisément la protection. Donc cette question de preuve que j'ai évoquée avec un certain anachronisme au travers de la peinture classique, eh bien, est d'une hyper-actualité aujourd'hui, et c'est notre quotidien dans notre combat devant les tribunaux, et c'est le premier challenge de celui qui veut exploiter des droits. Et je dirais pas seulement dans une logique contentieuse, mais également dans une logique simplement de la vie des affaires, puisque lorsqu'on veut concéder en licence des droits, eh bien encore faut-il être
d'être en mesure de les dater, de les identifier dans leur intégrité, de prouver qu'on en est l'auteur. Donc c'est une exigence générale de la vie des affaires que cette exigence de preuve. Alors c'est là où j'en viens à la blockchain. Vous me direz enfin, elle est bienvenue cette blockchain, puisque c'est le premier cas d'usage, c'est la blockchain comme registre assurant la preuve d'existence des droits. Alors je rappellerai que, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, le premier article, l'article 111.1, eh bien, la preuve de la création, elle est libre, et l'auteur jouit d'une œuvre de l'esprit, jouit sur cette œuvre, pardon, du seul fait de sa création d'un droit de propriété intellectuelle incorporelle exclusif et opposable à tous. Du seul fait de sa création, c'est-à-dire qu'aucune formalité n'est exigée pour bénéficier de la protection du droit d'auteur en droit français. La protection est accordée automatiquement et à la différence du régime applicable en matière de dessins et modèles, de marques ou de brevets, où il est nécessaire de disposer préalablement d'un titre. Voilà. Ce principe dit de protection automatique, c'est l'un des 3 principes fondamentaux de la Convention de Berne, adoptée en 1886, et portant sur la protection des œuvres et des droits d'auteur. Donc il n'est pas nécessaire de faire une quelconque formalité, il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'œuvre auprès d'un organisme public ou privé, ni d'ailleurs auprès de la blockchain, ni dans la blockchain, pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Ce n'est pas nécessaire, mais il est néanmoins hautement recommandé, si ce n'est impératif, dans la vie des affaires, de conserver la preuve de l'existence et de la datation de ces droits. Donc c'est une double preuve, date certaine et identification des caractéristiques de l'œuvre dans son intégrité. Je vois que j'ai oublié mes slides. Voilà. Alors vous le savez, aujourd'hui, il y a différentes méthodes pour établir cette preuve. Il y a des méthodes qui consistent à recourir à des tiers de confiance, enveloppe solo de l'INPI, papier ou électronique, constat d'huissier ou dépôt notarial, dépôt auprès d'une société d'auteur, dépôt en ligne dans le cadre de différentes offres proposées par des sociétés privées en France ou à l'étranger. Je dirais ça, c'est pour les sociétés bien organisées et qui savent, je dirais, anticiper la question de la propriété intellectuelle. Et heureusement, il y en a beaucoup, mais parfois on est un peu moins organisé, y compris dans les grandes sociétés. Parfois, voilà, on n'a pas pris des précautions pour prouver l'existence de ces droits d'auteur, de ces droits de propriété intellectuelle, et donc heureusement, on peut les prouver par des documents usuels de la vie des affaires, des dessins et croquis datés, des correspondances, des catalogues, des éléments publicitaires ou marketing, et c'est une preuve donc par faisceau d'indices. Mais cette preuve par faisceau d'indices, elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle est totalement imprécise. Et puis surtout, elle n'est pas toujours accompagnée d'une date certaine. Et donc la sanction, je dirais, de cette carence des entreprises dans l'administration de la preuve, vous devez réaliser qu'elle est d'une extrême brutalité. Si vous, en tant qu'entreprise, ne protégez pas de façon précise vos droits de propriété intellectuelle, eh bien, la conséquence, elle est simple, c'est l'échec dans de longues procédures en contrefaçon. Alors, vous avez un cas ici du célèbre éditeur de tissus anglais Liberty qui poursuivait un contrefacteur présumé qui fabriquait des ballerines, H&M, débouté, Liberty débouté parce que la seule preuve qu'elle versait au débat était des extraits de ses propres pages web ou un contrat général qui visait le catalogue des imprimés Liberty, et le juge a dit fort opportunément à Liberty, désolé, vous ne prouvez pas de façon satisfaisante vos droits de propriété intellectuelle sur ce motif de tissu, donc vous êtes débouté. Autre exemple bien connu, puisqu'il a été jugé au niveau de la Cour de cassation, je crois que c'est le dernier cas qui était dans ce domaine précis qui a été tranché par la Cour de cassation, c'est la célèbre affaire, le feuilleton Udo Hedling contre Prada. Udo Hedling était un créateur de mode qui revendiquait cette couture dorsale, vous voyez, qui est justement par définition dans le dos de cette veste, ce qui est proche d'une couture dorsale. Et donc il disait, c'est ma signature finalement, c'est mon ADN, on me l'a volé pour faire simple. Et la Cour de cassation, elle confirme la décision de la Cour d'appel, elle lui dit, ben non, désolé monsieur, vous n'avez pas identifié précisément les contours de votre création, vous n'avez pas précisé quelles étaient ses caractéristiques, en gros, vous n'avez pas rapporté la preuve de la consistance et même probablement de la datation de votre création. Donc on voit que l'absence de précaution probatoire entraîne une sanction immédiate, c'est tout simplement l'échec dans l'action en contrefaçon. On pourrait dire également c'est l'échec dans l'exploitation dans la vie des affaires, puisqu'il est probable qu'un partenaire commercial aurait refusé un contrat de licence sur la base de droits aussi imprécisément définis.
Donc la nécessité probatoire est impérieuse. Et de ce point de vue-là, la blockchain permet de protéger les créations, innovations, savoir-faire, et ce, quel que soit le format ou la taille de document. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est assez simple. En fait, d'abord, on génère l'empreinte numérique d'un document sous la forme d'un hash. Donc hash, c'est le nom donc, informatique donné à cette empreinte numérique du document qui est une suite de chiffres et de lettres, et qui est, je dirais, l'empreinte digitale du document. Et si on modifie une virgule de son document, eh bien on génère un nouveau hash. Si, je dirais, on change la date du document, eh bien on génère un nouveau hash. Il ne peut y avoir pour un même document qu'un seul hash, et donc cette empreinte numérique, elle est unique pour le document ancré. Ensuite, ce qui est ancré dans la blockchain, et là c'est un malentendu qui est assez largement répandu, on n'ancre pas l'œuvre, la création, le savoir-faire dans la blockchain, ce qui entraînerait sa déconfidentialisation, ce qui serait dramatique. On ancre dans la blockchain le hash, c'est-à-dire on ancre ce code, cette suite de chiffres et de lettres qui n'emporte donc aucune divulgation de l'œuvre, ainsi horodatée. Et ensuite, la preuve, elle se fait simplement comme on rapprocherait deux morceaux d'un puzzle par l'analyse combinée du hash, le rapprochement combiné du hash de l'empreinte et du document ancré, et donc on constate par ce simple rapprochement eh bien, que oui, le hash est bien celui qui correspond au document. Le document permet de remonter indéfiniment au même hash. À l'inverse, le hash ne permet jamais de remonter au document d'origine, de telle sorte que la confidentialité du document d'origine est parfaitement assurée. Et ensuite, on édite un certificat de preuve attestant l'ancrage de la réalisation dans la blockchain avec un horodatage, et donc on assure à la fois donc la datation et l'intégrité. Et cette technologie blockchain permet aux titulaires de création et d'innovation d'obtenir une preuve numérique forte. Alors vous me direz, mais quels sont les avantages de cette blockchain? Eh bien, les avantages, ils sont extrêmement nombreux et extrêmement intéressants si on se passe du point de vue, je dirais, de l'avocat qui est souvent confronté dans les procès à des pièces insuffisantes pour défendre efficacement les droits de nos clients. Ici, on a une preuve qui est transparente. Cette preuve, pour moi, c'est la preuve, je dirais pas parfaite, mais on est proche d'une forme de preuve idéale parce qu'elle est vérifiable à tout moment par tout un chacun. C'est un peu comme au poker, quand on abat ses cartes, eh bien là on ne peut plus bluffer. Eh bien là c'est pareil, avec la blockchain, tout le monde peut vérifier que le document dont la protection est revendiquée génère bien le hash auquel il est attaché. Donc tout le monde, qu'on soit à Tokyo, à Londres ou à Madrid, a la possibilité de vérifier, je dirais, la crédibilité, y compris le juge d'ailleurs, y compris le contrefacteur, tout le monde est à armes égales et peut vérifier si la preuve est valide ou si elle est invalide. Donc pour moi, ça me paraît un atout premier et fondamental de la blockchain qu'on ne trouve dans aucun autre mode de preuve existant. Deuxième avantage, qu'a très bien rappelé Antoine, c'est qu'elle est infalsifiable et sécurisée. La preuve est inscrite simultanément sur les différents nœuds du réseau, ce qui rend la preuve quasi immuable. Et rappelons que le réseau blockchain Bitcoin, qui, comme Antoine l'a dit, est un réseau de paranoïaques, n'a jamais été piraté depuis son origine en 2009. Ensuite, la blockchain simplifie le processus de constitution des preuves, et de ce seul fait participe à ce que j'appelle sa démocratisation, et améliore aussi la finesse, je dirais, de preuve. Pour moi, on n'est pas dans une amélioration technologique du mode de preuve existant de la création. On est dans une nouvelle génération. On est dans une nouvelle génération parce qu'on change de finesse, de grain. Je dirais là où on prouvait habituellement une création finalisée. Après un processus plus ou moins long, il faut deux ans pour faire une montre, il faut parfois 4 ans pour faire un bijou, il faut 6 mois pour faire une robe. Donc on attendait la fin du processus créatif, et avec une énorme zone de non-protection, je dirais des trous dans la raquette de la protection, jusqu'à la création finalisée. Ici, on change complètement de point de vue. On protège la création au fil de l'eau. Pourquoi on la protège au fil de l'eau? Parce que le process de protection est simple et son coût est complètement marginal. Donc le coût et les modalités démocratisent l'accession à la preuve, la facilité de mise en œuvre de la preuve, et permettent finalement de suivre, je dirais, la réalité en fait de la création. La création, c'est quoi? Ce sont des inspirations, ce sont des hésitations, ce sont des pistes qu'on prend et qu'on abandonne. Tout ça, demain, sera tracé, sera documenté, sera prouvé. Là où aujourd'hui, nous sommes à un Moyen-Âge, et on arrive devant nos tribunaux avec une œuvre finalisée, sans être capable d'expliquer comment on y est arrivé. Quel meilleur moyen, finalement, de révéler l'empreinte de la personnalité de l'auteur?
ses hésitations, ses inspirations, que de pouvoir avoir cette traçabilité complète. Quel meilleur moyen d'éviter les détournements, je dirais, de création par d'anciens salariés, par des prestataires indélicats qui auraient détourné au cours d'un processus de création une idée. Idem pour un brevet. On nous dit que le brevet est l'alpha oméga pour les entreprises innovantes. D'accord, mais un brevet, on met parfois 2 ans à l'élaborer. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes de 2 ans? On attend que l'idée soit volée à un moment où on est obligé aussi de partager, d'échanger sur les réseaux sociaux. Non, on protège en amont, on protège au fil de l'eau, et c'est ce que permet précisément la technologie blockchain. Alors, autre avantage, vous l'aurez compris, je suis un fervent défenseur de la blockchain, elle est internationale par nature. Elle est internationale par nature. La blockchain n'est pas dépendante d'un système national. Elle n'est pas labellisée française, elle n'est pas chinoise, elle n'est pas américaine. Elle est de tous les pays. Donc tous les pays sont sur un pied d'égalité pour reconnaître, je dirais, la validité juridique de la blockchain. Il n'y a aucune raison, je dirais, que des réticences soient émises à Hong Kong et ne soient pas émises à Paris, ou qu'inversement, une acceptation soit faite à New York et qu'elle soit refusée à la Cour d'appel de Rennes. De ce point de vue-là, pour moi, c'est une force d'avoir un protocole international informatique reconnu par tous. Elle a une grande fluidité de fonctionnement, car elle ne requiert plus l'identification préalable d'un tiers de confiance. Identifier un tiers de confiance, ça suppose choisir un tiers de confiance. Or, je dirais, dans la blockchain, le tiers de confiance, c'est vous, finalement. Et puis, surtout, elle est confidentielle, puisque, comme on l'a dit, la création et l'innovation n'est pas divulguée lors de l'ancrage du contenu, mais seulement le hash. Donc, et c'est fondamental en droit d'auteur. Je dirais le titulaire du droit d'auteur ou le créateur, il conserve la maîtrise d'un aspect fondamental, la maîtrise de la divulgation. Il décide seul du moment où il divulgue son œuvre, il la met finalement dans le public, tout en ayant assuré sa protection de façon parfaitement confidentielle en amont. Et enfin, elle induit un très faible coût de fonctionnement. Voilà. Alors, ces avantages sont nombreux, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la blockchain, on la conçoit souvent aujourd'hui comme adaptée au droit d'auteur. Mais on oublie qu'il n'y a pas que le droit d'auteur. Je dirais dans les productions intellectuelles qui ne sont pas, qui ne bénéficient pas d'un titre enregistré, il n'y a pas que le droit d'auteur, il y a le savoir-faire, et le savoir-faire, il va être, sacralisé très prochainement en droit français, puisque vous savez que cette directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées a été adoptée. Vous savez que cette directive sera transposée au plus tard le 14 avril 2018. Et vous savez que parmi les critères de définition du savoir-faire, du secret d'affaires, pardon, il faut évidemment, c'est un peu tautologique, des informations secrètes, il faut qu'elles aient une valeur commerciale, ce qui est extrêmement large, ça couvre les plans marketing, les thèmes de communication. Je dirais que donc c'est tout un champ qui n'est pas appréhendé par le droit d'auteur, qui se trouve protégé grâce à ce texte communautaire, et surtout, il est indiqué dans ce texte qu'il faudrait prendre des dispositions raisonnables, nous dit le texte, pour pouvoir accéder aux bénéfices de la protection. Mais il n'est pas défini, ces dispositions raisonnables, je dirais, ne sont pas définies dans le texte. Alors, quand on dit secret d'affaires et dispositions raisonnables, évidemment, on pense au contrat de confidentialité qu'on fait signer à ses salariés ou à ses prestataires freelance, on pense naturellement à l'interdiction de prendre des photos avec son smartphone lorsqu'on rentre dans un atelier, mais on oublie que la première des protections, la première des dispositions raisonnables, c'est déjà d'établir l'intégrité de son savoir-faire, c'est déjà de le redater. Je dirais, et là on est précisément dans toute cette période d'avant-brevet que j'évoquais pour les sociétés innovantes. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les sociétés sont peu ou prou innovantes, même dans la mode, il y a de nombreuses innovations. On l'a vu, les vêtements connectés et bien d'autres cas encore. Donc là, je dirais, la première des mesures raisonnables, la première des dispositions raisonnables, eh bien, c'est, je dirais, de conserver la preuve du savoir-faire. Et la blockchain est évidemment l'instrument idéal, puisqu'il n'y a pas de limite en termes de taille de document, il n'y a pas de limite en termes de format. Donc on peut mettre dans la blockchain, je dirais, ce qu'on appelait avant les bibles de savoir-faire. Je me souviens, quand j'étais jeune avocat, on brochait des bibles de 500 pages qu'on mettait dans des coffres, les bibles de savoir-faire, et qu'on gardait secret, avec un gros tampon secret dessus. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ce sont des documents digitaux qui iront dans la blockchain et qui resteront confidentiels et qui seront horodatés. Et on pourra dire au juge, lorsqu'il aura été copié, ce savoir-faire, j'ai pris des dispositions raisonnables, parce que non seulement j'ai fait signer à mes salariés des accords de confidentialité, mais en plus je l'ai ancré dans la blockchain. Donc oui, j'ai été prudent, oui, j'ai été diligent, j'ai conservé la preuve de mes droits. Et je pense que c'est évidemment à juger, mais un outil incontestable pour ceux qui voudront défendre en justice leur savoir-faire.
Alors ça c'était la fonction comme registre, donc on l'a vu, droit d'auteur et savoir-faire. Alors évidemment aujourd'hui il y a d'ores et déjà des exemples nombreux. Bon, Stamperie est un exemple de notariat électronique général, où là on peut mettre un peu, je dirais, tout type de documents, fichiers, emails ou autres, et les horodater dans la blockchain. Donc ce qui est vrai pour des documents généraux de moindre valeur, a fortiori est vrai pour des documents plus précieux. On a également, mais je serai assez rapide parce que Antoine a été très précis sur ces cas d'usage, l'exemple de BlockCert, où par exemple là on a des diplômes qui sont maintenant dans la blockchain, et donc qui permettent aux employeurs de vérifier que la personne qui présente son diplôme vient bien de la bonne école et n'est pas en train d'émettre un faux. Donc c'est je dirais un cas d'usage de registre et je dirais de certification qui est évidemment parfaitement transposable au titre de propriété intellectuelle, au droit de propriété intellectuelle. Alors un deuxième exemple, je ne voudrais pas être trop long, je crois qu'il me reste quelques minutes. Deuxième exemple très rapidement, c'est la blockchain. Ce n'est pas qu'un registre en propriété intellectuelle, c'est également un élément de traçabilité et d'authentification des produits. Et pour l'industrie du luxe, par exemple, c'est un enjeu colossal de pouvoir s'assurer que le produit corporel est bien un produit authentique et qu'on puisse, à tout moment, qu'on soit consommateur ou qu'on soit, je dirais, un des membres de la chaîne de distribution, vérifier qu'il s'agit d'un vrai produit. Bien, grâce à la blockchain, on pourra le faire. Et je dirais, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Donc Antoine l'a rappelé avec l'exemple d'Everledger, qui est vraiment un cas d'école parfait en matière de diamants, puisqu'on a presque 1 million de diamants aujourd'hui qui sont ancrés dans la blockchain, et dont l'authentification est garantie par la blockchain. On a un autre exemple que je trouve particulièrement intéressant, c'est une initiative chinoise d'une société qui est à Singapour, qui est l'initiative VeChain, qui est là l'idée de transparence totale, qui n'est pas forcément le souhait de l'industrie de la mode ou du luxe, là pour le coup, mais c'est l'exemple, je dirais pour moi, absolument abouti de transparence totale vis-à-vis du consommateur pour la rassurer, notamment dans le domaine alimentaire. On pourra, je dirais, le lait en poudre, on pourra remonter à la vache, je dirais, lorsqu'on aura la crainte d'acheter un lait frelaté en Chine pour son bébé, eh bien, on pourra s'assurer de l'origine du produit, puisque ce produit il aura suivi différentes transformations et qu'à chacune des étapes de transformation, il sera passé sous un capteur avec une puce RFID qui aura attesté, je dirais, de son authenticité et de sa sécurité pour le consommateur. Donc on voit des enjeux, notamment dans le domaine alimentaire, qui sont colossaux, et évidemment des applications pour tous les produits qui ont besoin de se présenter comme authentiques, donc tous les produits qui sont notamment porteurs d'un droit de propriété intellectuelle. Et puis dernier cas d'usage, le cas d'usage des smart contracts, évidemment, qui est un cas d'usage particulièrement intéressant pour la propriété intellectuelle, puisque c'est non seulement le registre, non seulement le suivi de l'authentification, la garantie d'authentification des produits, mais c'est également le suivi de l'exploitation des œuvres avec des paiements automatisés. Alors est-ce qu'on sera dans un vrai contrat ou est-ce qu'on sera dans l'application informatique d'un contrat en amont? Ce sera, je dirais, aux juristes d'en débattre, et peut-être que nos éminents professeurs auront des éléments de réponse sur ce point, mais toujours est-il que ce smart contract, évidemment, il offre d'énormes perspectives en matière de propriété intellectuelle, puisqu'il permet, on l'a vu, des paiements automatiques de royalties, dès lors qu'on a la traçabilité d'une exploitation. Et je dirais, le meilleur exemple pour moi de consécration de l'intérêt de la blockchain en propriété intellectuelle, c'est l'initiative formidable de la SACEM. Je crois qu'il y a peut-être un représentant de la SACEM qui est ici présent, en tout cas qui était inscrit, et on a cet exemple de partenariat d'avril 2017 entre la SACEM et son homologue anglais et américain, où on est en train de constituer une énorme base de données, d'une part des œuvres musicales et des enregistrements musicaux, pour les matcher, pour que chaque société d'auteurs en puisse dire ça c'est à moi, ça c'est à toi, et qu'ensuite on puisse enclencher des mécanismes de rémunération automatique des ayants droit en fonction des exploitations qui seront tracées sur le net. Donc je dirais, si les sociétés d'auteurs du monde entier croient dans le potentiel de la blockchain, je crois que nous pouvons aussi croire dans ce potentiel. Voilà. Donc j'en aurais terminé par une image que je trouve particulièrement éclairante pour notre réflexion. C'est un défilé d'Alexander McQueen qui date déjà de 1999, où un mannequin avait été
peint, dont la robe avait été peinte en live, je dirais, dans un défilé. Et donc pour moi, c'est le parfait symbole, je dirais, du mariage entre la création et l'innovation. Je pense que les frontières vont se brouiller. La création va devenir, et est déjà en train de devenir, d'une extrême complexité, avec notamment l'innovation collaborative, avec la création assistée par intelligence artificielle. Et il est évident que dans ce contexte de foisonnement, nous ne pouvons pas continuer avec nos outils, je dirais, qui sont dans le prolongement de cette merveilleuse renaissance, mais on doit embrasser, je dirais, des outils d'innovation pour suivre l'innovation décoiffante de cette création formidable. Voilà, j'en aurais terminé.